Tu vas prendre des photos. Bonsoir à tous et à toutes. La compagnie Tempo Théâtre est heureuse de vous présenter ce soir un florilège de pièces de Molière. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Angélique, Don Carlos. Bonjour. La narratrice, Toinette, le spectre. La Flèche, Arnolphe. Agnès, Argan, le commandeur. Harpagon, Don Luis, Gironde. Rosine. Harpagon, Tartuffe, le Sganarelle, Don Juan, Scapin, Mozart, Molière, quoi. Vous connaissez Molière? Oui. Non? Non? Hey! Si je vous dis le bourgeois gentilhomme, tout de suite, vous voyez le philosophe dans sa leçon sur les sons. Ah. Et tout de suite, vous entendez la musique de Lully dans la scène du menu. La 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 la. C'est la première fois que la compagnie Tempo Théâtre
joue un auteur du XVIIe siècle aussi illustre que Molière. Mais nous tenions à participer au 400e anniversaire de sa naissance. Molière est né en 622, bravo. Molière. Il a écrit une œuvre considérable et notre parti pris consiste à mettre en valeur les thèmes favoris qu'il a développés dans toutes ses comédies, les plus jouées et les plus applaudis. Ces comédies sont loin d'être uniquement divertissantes, car elles dénoncent les luttes de pouvoir, les travers et les mœurs des hommes, ainsi que les hiérarchies sociales. Molière nous montre avec éclat comment la puissance du social peut bouleverser toutes les formes de domination sociale. Les réactions des filles contre l'autorité des pères et des tuteurs lors de mariages forcés. Les attitudes des valets contre des maîtres avares et attachés à l'argent. Les désirs de liberté de la jeunesse contre le carcan des règles qui les enferment. Les rapports entre les pauvres et les riches, le libertinage et l'infidélité contre l'ordre religieux. Ce soir, nous vous présentons des extraits de 5 comédies. La Barre, L'école des femmes, Le malade imaginaire, Don Juan, et pour finir, Les fourberies de Scapin. Ce sont des comédies dans lesquelles vous apprécierez tout le génie de Molière, dans des scènes qui demeurent jubilatoires et qui continuent de marquer toutes les générations, tant par leur légèreté que par leur gravité. Et voilà l'avare, qui met en présence Harpagon, l'avare, Frosine, une entremetteuse, et la flèche, valet de Cléante, fils d'Harpagon. Frosine veut arranger le mariage du vieil homme
avec Marianne, jeune fille sans fortune. Monsieur, Attendez un moment, je vais revenir vous voir. Il est impossible que je fasse un petit tour. Ah, mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. et c'est toi contre la flèche? Mais d'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Rosine. Comment tu fais ici? Ce que je fais partie ta vie. M'entremaître d'affaires, je me servir des gens et profiter du mieux qu'il me possible des petits talents. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre la grâce. La personne comme moi, rien ne réussit que la rigueur et la justice. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires, j'espère bien une récompense. De lui? Oh, ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent, séant, est fort cher. Oh, mais il y a des services qui touchent expressément. Je suis votre valet. Tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Les points de service qui poussent sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira. Mais de l'argent, le point d'affaires, il n'est rien d'aussi sec et d'aussi aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne, mais je vous prête le bonjour ». Mon Dieu, mais je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de nourrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelles ici, je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. Il en pourrait crever qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel. C'est lui percer le cœur. C'est lui arracher les entrailles. Mais si, vas-y, reviens, je m'en Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce? Rosine, Ah, mon Dieu, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. qui? Moi? Jamais je ne vous vis un si frais et si gaillard. Tout de bon? Et comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes? Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Rosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, mais qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal, que je crois. Vous moquez-vous, vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une patte à vue jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Ah, nous voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute, montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux.
Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêler de rien dont je ne vienne à bout. J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accomplir. Et je crois, si je m'étais mise en tête, que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas de si grande difficulté à cette affaire-ci. Et comme j'ai commercé chez elle, je les ai à fond, l'une et l'autre entrepris de vous. Et j'ai dit à la mère les dessins que vous avez conçus pour mariage, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait répondre? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Rosine, de donner à souper au Seigneur Anselme. Et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille pour venir ensuite au souper. Eh bien, ils iront ensemble dans mon carrosse, que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais Rosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fit quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore, n'épouse-t-on pas une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui, premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. Hein? C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage, de pommes, et à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni consommé exquis, ni orge mondé perpétuel, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela monte bien tous les ans à 3 000 livres pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple. Elle n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donnent ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu 20 000 livres cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 livres pour le jeu, 4 000 livres en habits, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 livres bien comptés? Oui, cela n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, mais n'est-ce pas quelque chose de réel que vous de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour, de simplicité de parure, et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer sa dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mais mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien dont vous saurez le mettre. Il faudra voir cela. Mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois. Et les jeunes gens d'ordinaire, même que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Ah mon Dieu, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion horrible pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Je voudrais que vous eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut supporter du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est pas plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis, vous n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore, elle rompit tout net son mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il eût pris plein de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans, et surtout, elle est pour les nés qui portent des lunettes. Certes. Tu me dis là une chose toute nouvelle. Mais cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques estampes et quelques tableaux. Que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris, des Apollons?
Non, mais de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor, du bon père Anquis sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais pas aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà de drôles que des jeunes gens, pour les aimer, ce sont des bobos de bureau, de bons morveux pour donner envie de leur peau. Pour moi, je n'y en comprends point. Et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Oh, il faut être folle fiée de fait. Trouver la jeunesse aimable. Mais est-ce avoir le sens commun? Sont ceux des hommes que des jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours, avec leur ton de poule l'été. Et leurs 3 petits bras de barbe, relevés en barbe de chat, leur perruque d'étoupe, leur eau de chose tout tombant, et leurs estomacs débraillés. Et cela est bien bâti auprès d'une personne humaine. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien. Comment? Vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé de toute incommodité. Je n'en ai pas de grande. Dieu merci. Je trouve pas. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien, votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tousser. Dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point pris garde à moi en passé? Non. Mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne, et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite, et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement vous procurer le bien de ce procès si vous aviez quelques montées pour moi. Ah, vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, que vous lui plairez, et que votre fraise alentie fera sur son esprit un effet admirable. Certes. Tu m'auras dit de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds, et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Ah, je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était quand je vous ai parlé de vous. La joie éclatait dans ses yeux, récit de vos qualités. Et je l'ai mise dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Rosine. Et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie de me donner le petit sécours que je vous demande. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligé. Adieu. Je vais achever mes dépêches. Mais je vous assure que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Mais je ne vous importunerai pas si je ne me voyais forcé par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonne heure, pour ne vous point faire malade. Mais ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez pas, monsieur, le plaisir que... Je m'en vais. Ah! Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain à tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes les attaques, mais il ne faut pourtant pas quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, où je suis assurée de tirer bonne récompense. Ici, comme dans toute la pièce, l'avarice apparaît comme le motif essentiel de toutes les actions d'Harpagon, dont l'objectif est de préserver ces cassettes de 10 000 écus d'or enterrées dans le jardin. Par la suite, elle sera déterrée par la flèche et lui sera restituée après qu'il a renoncé à son mariage avec Marianne. Marianne épousera Cléante.
La pièce suivante, l'école des femmes, qui est écrite en vers. Il s'agit d'un dialogue entre Arnolphe, bourgeois âgé qui se veut aristocrate en se faisant appeler Monsieur de la Souche, et Agnès, jeune fille dont il est le tuteur et qu'il veut épouser. Elles sortent du couvent où il l'a placée dès son enfance dans l'idée qu'ainsi écarté du monde, son ingénuité l'empêchera de le tromper. Mais lors d'une rencontre permise par Alain et Georgette, les deux serviteurs de Monsieur de la Souche, Horace, fils d'un ami d'Arnolphe, tombe amoureux d'Agnès au premier regard. Dans cette scène, Arnolphe veut savoir ce qui s'est réellement passé entre Horace et Agnès. La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour, fort beau. une nouvelle, Le petit chat est mort. c'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, il point fait de pluie. Non, Vous ennuyez-t-il? jamais je m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue, et c'est à rendre. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Oh mon Dieu, ne gâchez pas, vous perdriez, vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous puissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque j'ai vu passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces jours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit me fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue, ne voulant point céder, et recevant l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Formidable. Le lendemain, étant sous notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de m'amuser des choses qu'il voulait. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui vous enclave pour aujourd'hui force. Ah, bout de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonné.
Oui, fit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Hélas, qui pourrais-je, dis-je, en avoir été cause? Celui, sans y penser, puis-je soir quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Oh, mon Dieu, ma surprise est, dis-je, 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle. Vos yeux, pour peser le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être l'ami de si. Hélas, en volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçu des raisons. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir. Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui s'enguide à laisser cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandare, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort qu'un jeu, ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son âge, sitôt que je le vis. À présent, il m'a fait une belle cassette, et l'argent qu'on a eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler, et donc toutes les fois que je n'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certain. Je ne sais quoi, donc je suis toute émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf! Et il m'a Quoi? pris Eh, le... plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait, Mon Dieu, non! jurez donc votre Ma foi. foi, soit! Il m'a pris... Vous serez en colère. Non! Si, Non, 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 diantre, que de mystère! Qu'est-ce qui vous a pris? Je souffre en de... il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Pas ce bon ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Non pas, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède. N'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retourne plus, je veux bien qu'on m'affronte. Votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant le galant, le désir, que de vous abuser, et puis après, sans rire. Oh, point! Il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez d'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écoutez les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison. Mais la raison est l'arrêt prononcé que
que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il soit courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire que je m'en goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et en se mariant, le crime en soit ôté. Mais c'est plus un péché lorsque l'on se marie. Non. Ah, mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Ah oui. Oh, que vous me ferez aise. Ah oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux, Rien de plus assuré. que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir! Dès ce soir, cela vous fait donc rire. Oh, Ah, vous voir bien contente, c'est ce que je désire. hélas, je vous ai grande obligation et qu'avec lui, j'aurai des satisfactions. Avec qui? Avec là, Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en un mot que je vous tiens tout près. Quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement, et lui jetant s'il heurte un gré par la fenêtre, l'obliger tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. hélas, il est si bien fait, ça. Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez, je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Dans les actes suivants, Arnolphe, qui aime Agnès, fait tout pour séparer le jeune couple, empêchant toute rencontre et lui tendant des pièges. Mais leur amour triomphe contre l'obstination d'Arnolphe, qui s'en trouve désespéré. Quatre scènes du malade imaginaire qui vont être jouées maintenant réunissent Argan, le malade imaginaire, Toinette, sa servante, Angélique, sa fille. Ici, le rôle des médecins est remis en cause, ainsi que le mariage envisagé par Angélique.
Diantre, soyez de votre impatience. Repris ceci fois le personne que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Traîtresse, Ah. il y a une heure, tu m'as laissé. Tais-toi donc, copine, que je te querelle. Ah, ça, bon, ma foi, j'en suis d'avis. Parce que je me suis fait... Tu m'as fait bousiller, Caroline. Et vous m'avez fait vous casser la tête. Vaut bien un autre. Quitte à quitte, si vous voulez. Toi, copine. Si vous querellez, je pleurerai. Me laisser traîtresse. Chienne, tu veux? Ah, Quoi? Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller? ah. belle chienne. Querellez tout votre sou, je le veux bien. Ouais, que tu en belle chienne. On ne t'aura pas à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Voilà. Il faut passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement. Eh oui, elle bien fait de la bile. Je dois Monsieur Florent y mettre le nez, puisqu'il en a le droit. Prenez soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je vais t'en te prendre. Ce Monsieur Florent-là et ce Monsieur Purgon qui est bien sur votre corps. Ils en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Je suis fou, ignorante. Ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Que me fasse venir ma fille Angélique. Je vais lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Ah, Angélique, approchez. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouvrir. Oh, attendez. Donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure. Quoi? Et devine-t-il quoi? De quoi je veux parler? Je m'en doute assez. De votre jeune amant, car c'est sur lui que depuis 6 jours roulent tous nos entretiens et vous n'êtes point bien si vous en parlez à toute heure. Est-ce tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente?
qu'il témoigne pour moi. À Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans cette passion ardente, inopinée de notre aventure? Oui. Dis-moi un peu, Toinette, ne trouves-tu pas qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Et ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Oh, que dis-tu là, hélas, Toinette? De la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne dise pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte réponse pour vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. Ce sera là la bonne preuve. Oh, ma pauvre Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie plus aucun homme. Voilà votre père qui revient. Oui. Oh, ça, ma fille. Je vais vous dire une nouvelle peut-être. Vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela vous fait rire? Oui, c'est plaisant ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, mon père, c'est moi de faire tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue. Et je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que j'ai des fils religieuses et votre petite sœur Louison aussi. De tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne tête a ses raisons. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Ah, mon père, comme je vous suis obligée de toutes vos bontés. Ma foi, monsieur, je me suis bon gré de cela et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai pas encore vu à personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Toi aussi. Assurément, mon père, Comment? puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai pas de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ah, ils n'ont pas dit ça. Ben, j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément, de bonne physionomie, très bonne, sage et bien né, tout à fait, fort honnête, le plus honnête homme du monde. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père, Oui, parce qu'il ne te l'a pas dit. non, vraiment. Et qui vous l'a dit à vous? Monsieur Burgon, Est-ce que Monsieur Faucon le connaît? la belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléance, neveu de Monsieur Purgon? Quel Cléant! Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Eh bien, c'est le neveu de M. Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, M. Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléance. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, M. Purgon, M. Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit être amené par son père.
Mais qu'est-ce? Voilà tous ces beaux billes. C'est mon père, que je connais, que vous parlez d'une personne, et que j'en ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin? Ouais. Je peux te mettre du coquine, impudent que tu es. Oh mon Dieu, toutou! Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pourrons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que nous voyons infirme et malade comme je suis. Je veux me faire engendrer des alliés médecins, afin de m'assurer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources de remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Ah, voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Oh ma coquine! Si je suis malade! Si je suis malade! Oh putain! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de conflit là-dessus, oui. Oui, vous êtes fort malade. Sans douleur d'accord. Plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Il n'est pas point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'entre amis, je vous donne un conseil. Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et là, La raison. Mais c'est que votre fille n'y consentira point. elle n'y consentira point. Non, Ma fille, votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils, non, ma Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. et j'en ai affaire, moi. Outre que le parti le plus avantageux qu'on pense, M. Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, M. Plourbon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et M. Plourbon est un homme qui a 8000 livres de rente. Il était bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Ma foi, monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre de lui choisir un autre mari et elle n'est point faite. Oh, Madame Diafoirus! Je lui forcerai bien. Elle ne fera point, vous dis-je. Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon, Comment bon. vous ne mettrez point dans un couvent? Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non, Non. non. Ouais. Ah ouais, qui plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un bon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui, Je vous dis que je n'en demanderai point. Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Donc est-ce que nous sommes? Et quelle audace est cela? Une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître.
Quand un maître ne sait pas ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh, salaud! Il faut que je m'assame. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois à ne point vous laisser faire de folie. Oh, chienne! Non, je ne veux pas qu'elle ne consentirait jamais à ce mariage. Carogne! Je ne veux pas qu'elle épouse votre Thomas, Diaphorus, Prends garde! et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Henri, tu ne veux pas arrêter cette coquine-là? Vous faites pas malade! Si tu me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Je n'en puis plus. Voilà, pour me faire mourir. Dans les actes suivants, Thomas Diaphorus, présenté à la famille, ne convainc absolument pas Angélique. Grâce aux ruses employées par Toinette, Argan finit par accepter le mariage de sa fille avec Cléante. Condition qu'il soit médecin. Avec Don Juan, les scènes choisies se situent à la fin de la pièce, jusqu'à son dénouement. Quels sont les personnages en présence? Il y a Don Juan, personnage central de la pièce. C'est un aristocrate. Séducteur. Il est toujours à la conquête de nouvelles femmes, de toutes origines, paysannes ou aristocrates. Il abandonne. Il humilie. C'est le cas de sa femme Elvire qu'il a abandonnée. Il est cartésien. Il ne croit pas au ciel et méprise les sacrements de l'Église. C'est un menteur dont l'hypocrisie est criante. Il transgresse les valeurs d'honneur et de gloire défendues par son père, Don Louis. Don Juan a pour valet Sganarelle, seul personnage comique de la pièce et qui le suit dans toutes ses aventures. Il y a aussi Don Carlos, un des frères d'Elvire, venu demander réparation à la conduite de Don Juan. Et puis le spectre, un être surnaturel venu du ciel. Enfin, la statue du commandeur qui représente la vengeance d'un homme.
tué par ton choix. Quel sera le dénouement de l'histoire de ce libertin qui s'est affranchi des règles de la société, des valeurs de l'aristocratie et des principes de l'Église? chaise à un couvert, vite donc. Allons, mets-toi à table. Hein. Monsieur, je n'ai plus faim. Mets-toi là, te dis-je. À boire à la santé du commandeur. Je te la porte, Ganarelle. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Bois. Et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Oh, monsieur, je suis enrhumé. Il n'importe. Allons, vous autres, venez. Accompagnez sa voix. Bonjour, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai. Accompagné du 16 Ganarelle. Je vous en conjure. Je suis en jeûne demain. Prends ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Mon fils, serait-il possible que la bonté du ciel lui exauce mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Puis-je prendre quelque assurance sur la beauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même qu'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait un changement qui va surprendre tout le monde. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites, en ne punissant point mes crimes, et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux de tout le monde un soudain changement de vie, réparer le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler, et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire un choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est facilement rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Embrassez-moi et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée,
pour moi. Je m'en vais tout de ce pas pour dire l'heureuse nouvelle à votre mère. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti, il y a longtemps que j'attendais cela. La peste le bonnet. Comment le bonnet? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Ce n'est pas... Vous ne... Et votre... Oh, mais quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis pas changé. Et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas sur la surprenante merveille de cette statue mouvante, parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si je dis que je vais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin. Quoi? Je veux bien, Scanarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme, et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi, qui se servent du même masque pour abuser le monde. Et quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale et serai défendu par elle, envers et contre tous. C'est enfin le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Je jugerai mal de tout le monde. N'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai les ennemis, je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public après eux, les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Ô ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manque plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Mais il faut que je décharge mon cœur, et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle s'y brise. Oh, le beau raisonnement! Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Don Juan, je vous trouve à propos. Je suis bien à l'aise de vous parler ici pour vous demander vos résolutions et vous voir publiquement à ma sœur confirmer le nom de votre femme. Je voudrais bien, de tout mon cœur, vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement.
Il a inspiré à mon âme de changer de lit, et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais, par une austère conduite, tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessin, Don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder des louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessin que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite, et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite, Don Juan, ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous faites d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande à ce qu'elle vive avec nous. Je vous assure que j'en avais pour moi toutes les envies du monde, et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur, et qu'avec elle, assurément, il ne ferait point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, pouvoir nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi? Vous voulez que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Le ciel l'ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche en notre famille. Prenez-vous dans le ciel. Et quoi? Toujours le ciel. Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux venir vous prendre. Et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai où vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure par cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est pas moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qu'il en arrivera. Nous verrons. De vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste. Et je préférais que vous soyez comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui a attendu jusque-là ne pourra souffrir cette dernière horreur. Ah bah, le ciel n'est pas aussi exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Oh! Monsieur, c'est le ciel qui vous parle. Et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle plus clairement. Il faut que je l'entende. Don Juan, il n'y a plus qu'un moment pour pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa terre est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Monsieur, c'est un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. Oh ciel! Voyez, monsieur, ce changement de figure! Non, non. Rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Je vais éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Ah! Monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans le repentir! Non. Non. Il ne sera pas dit que quoi qu'il arrive, je sois capable de me repentir. Alors, suis-moi.
Arrêtez, don Georges. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. En aurez-vous le courage? Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent le chemin à sa poudre. Au ciel! Le sang! Un feu invisible me brûle! Je n'en puis plus! Et tout mon corps devient... Ah! Ah! Ah, mes gages! Mes gages! Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi, seul, le malheureux. Mes gages! Mes gages! Mes gages! Et voilà les fourberies de Scapin. En l'absence de leur père parti en voyage, Octave a épousé Hyacinthe et Léandre s'était pris de Zerbinette. Octave s'inquiète de la réaction de son père qui ne sait rien de son mariage avec Hyacinthe. Octave et Léandre demandent à Scapin de les aider à sortir de la situation. Octave veut 200 pistoles et Léandre 500 écus. Scapin accepte, mais c'est de leur père, plutôt avare, qui soutirera l'argent. Il y parvient par la ruse. Arcante d'abord, Géronte ensuite. Ce sont les scènes entre Scapin et Géronte qui vous sont présentées maintenant. Ô ciel! Ô disgrâce imprévue! Ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui peut me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? En vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner.
Voilà. Tu es aveugle, que tu ne me vois pas. Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, votre fils Quoi? Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste. De je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et, cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons posé nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté là-bas. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités. Nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits, les plus excellents que se puisse boire, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que, si vous ne lui donnez par mois, tout à l'heure, 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment? Qui entre? 500 écus? Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah! Le bandard de Turc! M'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement, au moyen de sauver des fers, un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce qui était. Va-t'en, Scapin. Va-t'en, vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Moquez-vous des gens? Diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu d'esprit que de recevoir un simple comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, il ne devinez pas ce qui est arrivé. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Fort bien. Tu l'ouvriras. Oui. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande main et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Mais monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites, et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, laissez-là cette galère et songez que le temps presse, et que vous courez risque de perdre votre fils, hélas. Mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie. Et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène, esclave, en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu as? Non, 500 écus. 500 écus? Oui. Que diable allait-il faire à cette galère? Il est vrai, mais quoi, on ne devinait pas les choses. N'avait-il point d'autre promenade? Oui, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle y mette si pour elle. Tiens, va t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un vol. Oui, laissez-moi faire. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne les lui donne ni à la mort ni à la vie. Fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oui. Va. Il faut tirer au mon fils.
Oh là, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas dit? Ah non, vous l'avez remis dans votre poche. Ah! C'est la douleur qui me trouve. Oh oui, je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre maison. Comment donc? Alors que je parle, vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui, Et qui? le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans ce dessein, il a eu l'idée de décharger son désespoir sur vous pour venger son honneur. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent et demandent de vos nouvelles. Ils occupent par peloton entier toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche que vous ne tombiez dans leurs mains. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais je courrais risque moi de me faire assommer. Eh, Scapin, entre toi serviteur zélé, ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous, qui ne saurait que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit-ci. Ouh. Quand je l'aurai un peu usé. Hein? Attendez. Voilà une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Non, ce n'est rien. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans. Et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, comme un paquet de quelque chose. Et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Si on nous paiera l'imposture. Et je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond. Et tâchez de ne vous point montrer. Quelque chose qui puisse arriver. Oh, laisse-moi faire. Je saurais me tenir. Cachez-vous. Voici un spadassin qui vous cherche. Ah! Quoi? Je n'aurai pas l'avantage d'étouer ces Gérontes, et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas. Calédis, je les trouverai. C'est cacha-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh, dans mon sac. Monsieur, j'étais Vaillon Louis, et m'enseigne où peut-être Géronte, j'ai beu, Calédis, les faire mourir sous les coups des bâtons. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense.
Est-ce que tu es des amis des Sigirontes? Oui, monsieur, j'en suis. Bah, partez-lui cela de ma part. Adieu, sas. Diable soit le gascon. Scapin, je n'en puis plus. Monsieur, je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? Ce sont les miennes qui l'ont frappé. Ni monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups. Non, non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin. M'épargner. Prenez garde, voici un autre qui est la mine d'un étranger. Par-ci, moi courir comme une basque. Dites-moi où est Stygironde qui est moins cher. Oh monsieur, je ne sais pas où est Gironde. Les solennalités pour lui donner une petite régale sur le dos, d'une douzaine des coups de baston. Monsieur, je vous assure que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois rémoire quelque chose dans ce petit sac. Ce sont hardes qui m'appartiennent. Je suis roué. Oh, monsieur, je suis mort. Pourquoi bien faut-il qu'il frappe sur moi? Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Gironde. Cherchons partout, n'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. Furtons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. À gauche. À droite. Oh, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes. Où est ton maître? Mais messieurs, ne me maltraitez point. Allons, parle, dis-nous où il est. Mais messieurs, doucement. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux découvrir toute chose que de vous montrer mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qui vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter? Voilà. C'est là. Après, c'est ainsi que tu m'assassines.
Clémentine. Gérard. Véronica. Patrick. Et Marie-Evelyne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce spectacle. Merci.